D'abord, j'ai quelques pages d'ailleurs pour montrer à quel point je trouve que cette classe est souvent traversée par une sorte d'auto-érotisme de groupe. Hein, j'ai des descriptions très précises de choses que j'ai pu voir dans des dîners, des choses comme ça, où je sentais que tous ces gens étaient très contents d'être ensemble et d'être beaux, et de cumuler, d'additionner leur propre beauté et leur propre richesse éventuellement. Donc je crois qu'il y a quand même d'abord une autosatisfaction de groupe dans la bourgeoisie. Après que lointainement chaque bourgeois soit en permanence titillé, parasité, court-circuité, un peu entravé par une sorte de mauvaise conscience, puisque le bourgeois sait qu'il est assis sur de l'arbitraire, sur une distribution arbitraire des choses, et notamment sur une extorsion de richesse fondamentale qui est celle du travailleur. Donc le bourgeois sait ça. Hein. Il y a un atavisme de ce savoir chez le bourgeois qui effectivement peut susciter chez lui ce que j'appellerais beaucoup moins de la haine de soi qu'une sorte de névrose, ou une sorte de clivage, et qui fait qu'il va vouloir s'en arranger. Par exemple, effectivement, l'apparition historique du bourgeois cool me paraît une émanation de cette mauvaise conscience. Hein, je suis bourgeois, j'en ai bien conscience, je sens bien qu'il est relativement malhonnête de l'être et de perpétuer cette position sociale, alors je vais me coulifier pour me donner des dehors plus progressistes et plus sympatoches et pour me dédouaner de la faute que je ressens très profondément en moi avoir commis. Et je me demandais d'ailleurs si votre critique de la bourgeoisie allait jusqu'à comprendre les classes populaires quand sur les questions du multiculturalisme, de l'immigration, etc., elles n'étaient pas très propres finalement, elles avaient un discours qui n'était pas forcément le vôtre quand on se souvient d'Entre les murs par exemple. François Bégodeau. Ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est dommage. J'écris un livre sur la bourgeoisie, vous allez me parler des classes populaires. Moi, je veux bien, mais si on commence comme ça va être bizarre, cet échange. Hein. Moi, je suis là pour parler d'un livre, ou en tout cas des remarques ou des réflexions, y compris tout à fait contradictoires, que vous avez nourries en lisant ce livre. Mais si vous voulez parler des classes populaires, parlons-en. Je déteste parler à la place des classes populaires, je déteste substantialiser le peuple, c'est-à-dire lui prêter un affect dominant. Et c'est une erreur que vous faites, et dont les Gilets jaunes ont été la contestation objective et factuelle. Non pas que les Gilets jaunes se soient avérés en fait de gauche et non pas traversés par des affects, concernant l'identité culturelle ou l'insécurité culturelle, comme on dit, mais très clairement, factuellement, ce ne sont pas des thèmes qui sont advenus de ce mouvement populaire. J'en déduis donc que le peuple, les classes populaires, elles sont extrêmement hétéroclites. D'un élément du peuple à l'autre, d'un ouvrier à l'autre, d'un employé à l'autre, d'un chômeur à l'autre, les affects varient. Donc je ne crois pas que on puisse attribuer, comme d'ailleurs le font les macronistes, parce que quand ils parlent de populisme, c'est-à-dire qu'ils présupposent qu'il y aurait des affects attitrés du peuple, et notamment l'homophobie, le racisme, etc. À ce titre-là, comme je le dis dans le livre, finalement, la bourgeoisie macronienne et la bourgeoisie plus à droite, plus identitaire, plus conservatrice, se rejoignent dans la même erreur, à savoir de substantialiser le peuple et de lui prêter des affects là où le peuple, encore une fois, est très multiple. Elle la voit comme une menace, cette bourgeoisie, la classe populaire, vous pensez ? Oui, je pense que si on voulait faire une hiérarchie des affects, ou en tout cas un ordre de succession des affects, je pense que la peur précède la haine. Le bourgeois a peur de la plaie pour une raison très très simple. C'est que d'abord il sent bien que la société sur laquelle il est assis est inique. Et que donc cette iniquité, cette injustice peut produire régulièrement des mouvements insurrectionnels. Il le sait. Par ailleurs, le bourgeois est le premier à constater, et je crois que ça le fait vraiment intimement paniquer, qu'il n'a pas le nombre avec lui. Il est même, à mon avis, le premier à s'étonner du fait qu'il règne avec un parfait magistère comme ça, relativement non partagé, alors qu'il est ultra minoritaire. Donc oui, le bourgeois a chevillé au corps la peur de l'insurrection populaire, qu'il perçoit lointainement comme juste en fait. Et donc de cette peur, découle une sorte de haine, en tout cas de dégoût, qu'il faudrait aussi croiser avec un vieux dégoût pratiquement de l'état physique du peuple, quoi. Je pense que les Gilets jaunes ont très bien documenté ça. Je veux dire, il y avait certaines grimaces faites par certains éditorialistes bourgeois devant les Gilets jaunes qui étaient quand même du ressort qui tenaient au dégoût physique. Il faut le dire les choses. Il faut pas hésiter à aller parfois dans une sorte de physique sociale. Vous parlez beaucoup de la peur. Quelle est la plus grande peur du bourgeois selon vous ? De perdre ses avoirs. C'est ça, uniquement. Le bourgeois est celui qui possède, il a du patrimoine. Pas son statut seulement. C'est un peu tout ça. C'est ce qu'on pourrait appeler le capital culturel, le capital symbolique, le capital tout court, bien sûr. Riche. Oui, mais il y a toujours la place elle-même est potentiellement valorisable. C'est quoi donc le pire ? Vous le savez bien, puisque c'est devenu le synonyme de Front National ou le Rassemblement National. Le pire, c'est quand un bourgeois vous dit pendant une élection présidentielle, tu sais, je crains le pire. On comprend exactement ce qu'il dit. Et donc effectivement, la bourgeoisie a eu besoin, et s'est bien réjouie,
que la possibilité de ce pire traîne dans l'air et sur les élections et sur chaque élection depuis 40 ans en fait, pour pouvoir réasseoir sa position. Non, il y a un truc qui me tient à cœur. Vous avez dit que j'avais manifesté d'être anti-système. Ouais. Je déteste cette expression. Pour moi, le système, ça veut rien dire. Il faut préciser les choses. Je préfère très largement dire, vous voyez, dans une vieille orthodoxie qu'on pourra trouver à bon droit poussiéreuse, je préfère dire le capital. En quoi peut-on dire que ce n'est pas le capital qui domine le monde et qui administre en gros les vies des uns et des autres, notamment du côté du monde du travail, lequel monde du travail poursuit les gens jusque dans leur repos et jusque dans leur loisir, comme l'avait très bien vu Marx. C'est-à-dire que le capital est effectivement une force de régulation et d'organisation du champ social. Mais si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes marxiste ? Non. Parce que justement, je suis désolé de vous l'apprendre, ça a l'air de vous chagriner, mais vous êtes marxiste. Et c'est bien de ça qu'il faut parler. Ce qu'il faudrait parler, c'est des faits. C'est pas des gens qui avaient des pulls dans les années 70, c'est les faits. Qu'est-ce qui gouverne le monde ? Le débat qu'il faudrait qu'on ait, c'est prenons une situation donnée et voyons quelles sont les forces qui agissent véritablement. Et là, on aurait un débat sérieux, parce que ça serait un débat sur le réel. Donc prenons une situation donnée. Qu'est-ce qui en ce moment pollue la planète ? Est-ce que c'est les clivages religieux qui polluent la planète en ce moment ? Est-ce que Monsanto est animé par une option religieuse, téléologique ou métaphysique, ou une option culturelle ? Vous montrez également critique envers la pratique électorale. En cela, vous rejoignez un certain Étienne Chouard, une figure adoubée des Gilets jaunes que nous avons d'ailleurs reçu sur ce plateau. Vous parlez, lui, dans la préface de votre livre, que l'on trouve donc sur votre site internet, et vous écrivez, parlant du bourgeois qu'il découvre, je vous cite, « Ce nom t'est venu par l'intercession de Ruffin. Avant cet épisode, tu n'avais jamais entendu parler d'Étienne Chouard, pas même en 2005, où tu te contenteras de l'information dispensée par tes organes officiels. » Et un peu plus loin, vous dites, « Dès l'entrée du vaste domaine embrassé par la réflexion de Chouard, une rumeur soigneusement colportée par tes pairs te dispense de t'aventurer davantage. Il paraîtrait que Chouard a une ou deux fois dit qu'il ne s'interdisait pas de discuter avec Soral. Pour toi, c'est une raison suffisante de ne pas l'écouter. Tu ne savais rien de Chouard, tu n'en sauras rien de plus que sa notation dans ton barème moral. » C'était important de dire cela ? C'est une fausse préface. Je l'ai posté sur Facebook le jour de la sortie du livre, parce que je trouvais que les événements récents étaient de nouveau une illustration de ce que j'essaie de démontrer dans le livre. C'est une sorte d'hommage à Étienne Chouard, l'un des pères du RIC. En fait, je suis très surpris depuis la sortie du livre d'une seule chose, parce que c'est vrai que disons, les tensions qu'il suscite ne m'étonnent pas. Le livre ou Étienne Chouard ? Le livre, je vais venir à Étienne après. Ce qui m'étonne, c'est qu'on me parle très très peu de ce qui est son thème affiché en titre. Ce livre propose de faire une généalogie de la bêtise bourgeoise. Pourquoi la bourgeoisie est bête alors qu'elle a un cerveau hyper bien foutu ? Pourquoi est-ce qu'elle énonce si régulièrement et si récurremment et de façon presque frénétique des énoncés bêtes ? Eh bien, par exemple, ce que vous venez de lire, le petit passage que je fais à propos de la vision qu'ont, par exemple, les journalistes bourgeois sur Étienne Chouard, c'est ça la chimie de sa bêtise. C'est-à-dire qu'il y a un penseur qui est Étienne Chouard, très conséquent, très dense, moi qui m'a beaucoup nourri à partir de 2005, puisque c'est à ce moment-là qu'Étienne nous a rendu un grand service, notamment sur le TCE, etc. Et qui est très peu invité dans les médias. Et depuis, je l'ai suivi beaucoup, je l'ai écouté, j'ai vu des conférences, etc. Ça m'a beaucoup nourri en termes de réflexion sur la démocratie. Bon, ça c'est mon attitude à moi devant la pensée. Quelle est l'attitude de la majorité des journalistes bourgeois devant Étienne Chouard ? C'est de penser par connotation. Ils auraient appris vaguement, sans jamais l'avoir lu ni écouté, que censément, à un moment, Étienne n'aurait pas complètement réfuté l'hypothèse d'aller parler avec Alain Soral. Ça y est, ça suffit aux bourgeois. Il a son raisonnement connotatif, machin connote truc qui connote machin. Il a son raisonnement moral, parce que tout est moral pour le bourgeois, notamment cette bourgeoisie dite de gauche que je décris, qui a des réflexes comme ça en permanence de juge d'instruction, en fait. Et un juge d'instruction, ça peut être très utile à la société, mais ça ne pense pas. La pensée, c'est pas ça. La pensée, elle est beaucoup plus ouverte que ça. Elle n'a pas pour horizon la répression, la punition, le châtiment ou l'extorsion d'aveu. Quand vous avez pour seul horizon ces 4 modalités-là, vous ne pensez pas. Donc tous ces gens ont de nouveau perdu une occasion de s'ouvrir à une pensée qu'on n'est pas obligé de partager. Moi, je la partage, mais on n'est pas obligé de partager le chouardisme. Il ne serait pas d'accord avec ce isme d'ailleurs, mais en revanche, c'est une pensée puissante. Donc à force de se mettre à côté de la puissance, c'est ce que je dirais aussi en dernière instance pour revenir à ce qu'on disait sur les années 70, quand bien même on considérerait que le marxisme est peut-être, je sais pas, dépassé, en tout cas qu'il est approximatif dans son analyse de la société. Que de textes extraordinaires a produit cette lignée. Que de textes. Donc, est-ce qu'on va, sous prétexte que l'esprit libertaire n'est pas forcément en pleine forme en ce moment, on va se passer de lire, y compris des gens comme Deleuze, Foucault, qui ont écrit les plus grandes lettres probablement de l'histoire de la philosophie française. Donc c'est ça, moi, c'est ce qui me frappe beaucoup dans le sociotype que j'essaie de décrire, c'est son refus de penser. Alors justement, l'actualité est dominée évidemment depuis plusieurs semaines par ce mouvement des Gilets jaunes qui est arrivé donc
quelque part à point nommé par rapport à votre livre. Quel regard vous portez sur ce mouvement qui fait couler tant d'encre et qui mobilise tant d'opinions diverses, vous le soulignez? Gilets jaunes versus bourgeois, deux opposés ou pas? Toute effraction d'éléments des classes populaires dans le jeu, dans le statu quo éternel du parlementarisme bourgeois ou de l'ordre bourgeois, où les bourgeois régulent les bourgeois ou administrent la société à leur propre avantage, je finis, m'intéresse. Tout mouvement social est toujours une bonne nouvelle. Et j'ajouterais avec Rancière que tout mouvement social est toujours une victoire. C'est-à-dire qu'on peut dire, je sais pas, peut-être que ce mouvement va s'éteindre, il est peut-être un peu en voie d'extinction, je suis pas sûr en fait. Et je pense que de toute façon quelque chose renaîtra de ça, si jamais il y a une petite extinction provisoire. Mais quand bien même, cette effraction-là est une victoire. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que tout mouvement social est une victoire. Une grève est toujours une victoire, même si elle se termine par une défaite, ce qui est hélas souvent le cas. Parce que c'est déjà toujours une victoire que des gens se rassemblent, cassent l'ordre du temps et de l'espace, se rassemblent dans des lieux qui n'étaient pas prévus, réorganisent l'emploi du temps hors des clous de l'emploi du temps qu'on leur a imposé, et pour délibérer entre eux, pour discuter entre eux, pour s'émanciper entre eux. Il y a des témoignages extraordinaires des gens qui ont fait les ronds-points sur les amitiés qui se sont nouées. Ça, je les invente pas. C'est dans le film de Ruffin qui sort bientôt. Et puis, on a eu plein de témoignages de ça. Des amitiés se sont nouées. Et l'amitié, c'est le cœur de la politique aussi. C'est sa force vive, l'amitié. À ce titre-là, ce mouvement m'émeut. Je veux bien le redire. Je parle d'une scène, parce que moi, les débats à la télé m'intéressent beaucoup en tant que scène de théâtre où se révèlent des choses. Vous mettez un Hautevin devant un Zemmour. C'est très intéressant parce que celui qui parle de classe, c'est quand même le type le plus à droite. Et puis celui qui est censément de gauche, mais alors je pense que c'est un vieux souvenir en lui, l'appartenance de gauche, eh bien, se défend d'avoir produit un vote de classe, parce qu'il a évidemment voté Macron, ni même qu'il puisse y exister des classes. Ce qui est quand même là proche de l'aveuglement, mais c'est de l'auto-aveuglement, comme je l'explique beaucoup dans le livre. Je crois qu'il est compliqué pour un bourgeois d'admettre que, un, les classes existent, et que deux, la classe dominante, c'est précisément la sienne. Est-ce que les intellectuels peuvent parler au nom du peuple, selon vous? C'est quoi le peuple, pour les auditeurs qui n'ont pas lu votre livre? D'abord, moi, j'utilise jamais le mot peuple. Vous ne le trouverez jamais. J'en fais même une critique dans le livre. Je pense que le mot peuple est complètement creux. Et je crois que c'est un mot que se partagent assez bien les antipopulistes et les populistes, que se partagent, je le répète, très très bien la bourgeoisie centriste et l'extrême droite. En fait, ils se renvoient le mot peuple. Les uns sur le mode de la répulsion, les autres sur le mode d'une adhésion dont il faudra un jour étudier les zones obscures, parce que ça me fait toujours un peu marrer de voir cette bourgeoisie catholique à particules défendre beaucoup le réveil des peuples partout en Europe. Bon, ça me fait vraiment rire. Mais donc non, moi je connais pas le peuple, et quand tu as parlé au nom du peuple, je crois que ça c'est un grand apport de 68, où il disait on ne parle pas à la place du peuple. Dans le marxisme, il y a quand même les bourgeois, mais les classes populaires de l'autre côté. Alors je sais pas comment on les appelle, si on les appelle classes populaires. Classes populaires. Ou alors si vous voulez classes populaires. Mais vous savez comment Marx disait? Il disait pas le peuple. Il disait quoi? Vous le savez, vous connaissez Marx par cœur. Non, mais le prolétariat, comment oui, le prolétariat. C'est Marx, c'est le 1, ça. Alors, si vous voulez, le prolétariat. Alors, disons le prolétariat. Qu'est-ce qui occupe les débats presque en continu depuis, 10 ans de façon frénétique, mais à vrai dire, en fait, 30 ans? C'est quand même beaucoup les clivages culturels, c'est beaucoup la question de l'islam. Je veux dire, elle est quand même 20 ans, à longueur de plateau. Ouais, bon, la première affaire du voile, Creil, déjà, c'est quelque chose, c'est 89. Ça fait longtemps, en fait. 90, on en parle pas. Et puis, comme Le Pen arrive en 84 sur la place publique, vraiment, ça fait quand même un peu longtemps et qu'en gros, finalement, je le dis dans le livre, d'ailleurs, le débat type qui se reproduit à l'envi de plateau en plateau, avec des castings changeants, mais avec un schème général du débat qui est toujours le même, c'est en gros Glucksmann contre Zemmour. C'est-à-dire la bourgeoisie de gauche, cosmopolito-truc, et Zemmour, plutôt la droite, identitaire, nationale, bonapartiste, souverainiste, enfin je veux pas le caricaturer, il rectifiera de lui-même. Et ça, c'est en bout. Moi, j'arrive, et c'est ce que j'appelle, moi, la tradition de pensée dans laquelle je me sens le mieux et dans laquelle je me sens puissant, et qui me convient, elle est absente, en permanence, et c'est ce que j'appelle le tiers absent. Bon, comme je suis écrivain, et comme j'ai la chance de pouvoir publier des livres, et qu'ils soient un peu lus, je me dis, tiens, pour une fois, je vais essayer de refaire droit aux paradigmes qui sont les miens, qui sont des paradigmes de classe. On peut quand même pas m'en vouloir, puisque de toute façon, et d'ailleurs nous allons en faire la démonstration d'à peu près 20 secondes, de toute façon, les plateaux de télé n'ont pas été conquis par le paradigme marxiste depuis la sortie de mon livre. C'est reparti comme en 40, et vous allez avoir de nouveau 20 ans où vous aurez des débats entre Raphaël Glucksmann ou ses épigones et Éric Zemmour et ses épigones sur islam, pas islam, ouverture, pas ouverture. Autant de débats qui par ailleurs dans les termes me paraissent creux, et c'est pour ça que j'ai voulu un peu sortir les choses. Reste malheureusement non, mais vous voyez la chaîne de bêtises, c'est un
type écrit un truc en 146 on peut pas être intelligent. Et puis un journaliste le commente, enfin le relève. Bon, alors moi je préférais que les journalistes aillent s'informer directement plutôt que par Twitter. Mais peut-être que je suis un homme du XXe siècle. Un moyen de communication comme et puis après, un intellectuel de mon espèce présente dans un studio de radio et le journaliste voudrait l'embarquer dans cette chaîne de médiocrité. Non, moi je veux pas. Non, moi je veux juste votre réaction. Moi j'aimerais que, à la rigueur, si vous aviez lu le livre de Thomas Guénolé, qui est pas mal, le dernier, et que vous me posiez des questions sur ce que j'en pense, bah là je vous aurais répondu très volontiers. Mais moi je rentre pas dans les tweets. Bon, alors désolé. Il faut qu'il y ait des gens qui résistent à ça. Sur l'invective à l'égard d'Alain Finkielkraut. Il faut qu'il y ait des gens qui résistent à la chaîne de bêtises. Voilà, c'est ma réponse à votre question. Et vraiment, la scène, j'en parle dans le livre, à un moment, la scène qui est devenue presque la scène préférée du champ médiatique. Donc la bêtise, on le relève pas. Je vais terminer. L'extorsion d'aveu ou l'extorsion de condamnation, c'est-à-dire en gros de se présenter à la barre et il faut absolument condamner catégoriquement ou ne pas condamner. Si on condamne pas, on s'expose à une chaîne de bêtises et donc en général les gens se planquent. Ni l'un ni l'autre. Si vous voulez, on peut avoir cet échange qui va être passionnant. Vous allez me redemander est-ce que je condamne les insultes antisémites vis-à-vis de Finkielkraut et je vais vous répondre oui. Nous avons fabriqué de l'intelligence. Effectivement, pour une part, j'espère pas complètement, mais pour une part, des gens comme moi de gauche radicale et ayant une vie relativement confortable, finalement, ils ont effectivement beau jeu de pointer un horizon radical de la politique dont ils savent fondamentalement qu'il est très improbable, de sorte que finalement, ils sont relativement à l'aise. Mais j'ai trouvé d'ailleurs un extrait du journal de Jean-Patrick Manchette récemment qui dit à peu près ça en 72 déjà. Donc ça fait très longtemps que l'intellectuel de gauche radicale petit bourgeois se s'est relativement clivé. Je pense pas qu'on puisse le prendre la main dans le sac de ça. Il est très au courant lui-même et c'est quelque chose dont il discute beaucoup avec ses semblables. Ce qui n'empêche pas que le problème soit réel. Je suis complètement d'accord avec vous. François Bégodeau, on arrive déjà au terme de cette émission. Juste le mot de la fin. On a l'impression que la lutte des classes ne cessera jamais, c'est ça. François Boulot, par exemple, qu'on recevait ici récemment, nous disait qu'il craignait même peut-être un risque de guerre civile. Vous en pensez quoi ? Moi j'aime bien François Boulot, je le connais pas, on va sans doute se croiser, mais je crois... J'ai cru comprendre en arriver là. Vraiment j'aime bien l'écouter, etc. Je crois comprendre qu'il est gaulliste. Et c'est pas du tout insultant dans ma bouche, mais simplement c'est pas moi. Et ça m'étonne pas qu'il s'inquiète de la guerre civile. Je pense que moi, c'est vrai, bêtement, et de façon sans doute très irresponsable, j'ai été plutôt formé à m'étonner, à m'inquiéter, à me stupéfier, à me sidérer de l'ordre social, de la discipline sociale, du fait qu'il se passe si peu de choses et du fait qu'une société aussi injuste arrive à être si bien ordonnée et si peu chaotique. Donc, désolé, je ne voudrais pas appeler à l'émeute, mais quand même, je trouve que ça manque de chaos, tout ça. Vous êtes optimiste ? Dans la vie en général ? Ouais. Non, du point de vue de ma finitude, vraiment pas. Je pense que ça va mal finir, en fait, ma vie. Et la vôtre aussi, je vous l'apprends. Ah bon, vous êtes voyant aussi ? Sauf résurrection du Christ. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Interpréteront comme voudront les téléspectateurs, les auditeurs et même auditeurs en vidéo sur les réseaux sociaux. Merci François Bégodeau d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc le titre de votre livre, donc L'histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert. L'émission donc est finie. Merci Alexandre Devecchio du Figaro, ainsi que Roméric Sangarde, l'incorrect, de m'avoir accompagné. Merci aux réalisateurs Benoît Goutorbe ainsi qu'Yacine Delabaume qui m'ont aidé à préparer cette émission. Très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio. La semaine prochaine, nous